répartition. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu.
Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la... Messieurs, dames, bien le bonjour, bande d'affreux Jojo, comment allez-vous les copains? Ça y est, il est l'heure du Juste Bistrot, 395e épisode du nom. Nous sommes le 29 octobre 2024, on souhaite la bonne fête à tout le monde, parce que pourquoi s'arrêter à un prénom, à Saint-Hubert, Oméga 3, Saint-Marcelin, on s'en fout. Voilà, c'est que du plaisir. Alors, paraît-il, alors est-ce à croire que la technologie est frappée? Je suis en double, il paraît que je suis en double. Vous m'entendez en double? Alors ça m'étonnerait. Que juste fait une mauvaise manip, ça me surprendrait, sincèrement. Est-ce que vous m'entendez en double? Apparemment, on m'entend en double. Ça, c'est encore à cause de toi, t'as encore touché les trucs. Non, c'est impec. Voilà. Problème réglé. Voilà. Des fois, Ouais, c'est si. la cam qui s'active, mais... Non, mais... Non, t'inquiète, j'ai tout géré techniquement. Allez, Énorme. C'est génial. Voilà, le plaisir. Il faut quitter et revenir, dit Phil, entre autres. Voilà. Pourquoi pas. Merci les amis à 974 Dallon pour le sub 15e mois. Merci beaucoup les amis. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, que tout le monde est en forme. Merci à Terre Froide 38 pour le sub prime 6e mois également. Que du plaisir. Voilà les amis, on est ensemble aujourd'hui. On va parler de pas mal de choses. On a Libération. Alors,
Je comptais pas vous en faire un sketch, mais on n'est pas loin du sketch. Je vais vous lire un article ce matin, publié ce matin dans Libération, mais vraiment, c'est à se taper le cul par terre sur un sujet qui n'est pas drôle, hein, les procès de Mazan, mais vous allez voir, c'est complètement dingue. Et après, on va parler Cinoche. Voilà, Monsieur Aznavour, je vais vous parler de ça avec beaucoup de plaisir. Et une fois de plus, on fera un petit peu petite analyse au-delà du film, hein. Vous connaissez la guinguette, quand on parle Cinoche ou bouquin, on essaie de chercher un petit peu plus loin, voilà, de se creuser. On n'est pas sur CNews ici, voilà, donc c'est important de le rappeler. Merci à Antoine Job pour le sub 19e mois et Vilain Routier pour le subprime 12e mois. Merci beaucoup, camarades. Bonjour à tous les amis, voilà, problème réglé pour ma Alexandrine 59 que j'embrasse. Il y a mon Gaëtan Seguin 38, il y a tout le monde, voilà. Ça fait plaisir. Et on est bien. On est bien. Alors, les camarades de Twitter, Facebook, vous le savez, rejoignez-nous sur Twitch comme d'hab. Je suis obligé de le dire parce que certains ne comprennent pas. Donc, voilà, hein, faites l'effort pour la France, pour les dom-toms et pour Sébastien Follin. Voilà, Sébastien Follin, présentateur météo qu'on a oublié, mais qu'on aime, qu'on embrasse, évidemment. On ne sait pas ce qu'il fait d'ailleurs. On ne sait pas où il en est. Mais bon, c'est la vie. Hein, c'est la vie. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un petit peu un penchant pour les présentateurs météo. Voilà. Alain Gillot-Pétré également. On embrasse. Alors, j'étais petit, hein, Gillot-Pétré. On ne va pas non plus raconter des salades. Voilà. Les amis, ce qu'on pouvait se dire. Alors, Emmanuel LP qui dit: cher Rémi, cela m'étonne de toi, ta remarque sur Saint-Marcelin. Toi qui aimes manger, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, Saint-Marcelin c'est bon. Saint-Marcelin c'est bon. D'ailleurs, alors ça m'a fait rire. Mais c'est l'esprit en fait. J'aime bien le fait de vouloir des grognons autour de soi dans la communauté juste milieu. Parfois, il y en a des vrais. Il y en a vraiment des vrais. Je faisais le tour un peu sur les commentaires, je vous raconte ça, hein, c'était ce matin. Je faisais le tour sur les commentaires sur Juste Mieux VOD. Vous savez, à J+2, on met chaque épisode du Juste Bistrot à J+2, c'est normal. Hein, comme ça, ceux qui nous sub sur Twitch ont le privilège d'avoir accès tout de suite au replay. C'est normal, on est en démocratie. Et je regardais les commentaires pour prendre un petit peu la tendance du peuple. Voilà. Et il y a quelqu'un qui mettait: ouais, j'en ai marre, le Juste Bistrot, ça met du temps à démarrer, il parle un quart d'heure de la promo du spectacle, un quart d'heure de bouffe, et finalement, il n'y a que 2 minutes d'actu. C'est vrai. C'est vrai, mais je me suis rendu compte que parfois, des grognons, il y en a des vrais. Hein, parce que c'est-à-dire que en arrivée, quand tu connais la guinguette, voilà, le décor se casse la gueule. Quand tu connais la guinguette, l'esprit, hein, de la maison, me reprocher de parler de nourriture, c'est compliqué. Ça me paraît quand même compliqué, hein, comme un petit peu reprocher à Morandini de parler d'école maternelle. À un moment donné, on a des fils. Hein. J'ai un public à côté. Il vient de réagir à la blague, en fait. Il n'en a plus rien à foutre, lui non plus, en fait. Tout le monde me chie à la gueule, c'est ça. Non, mais c'est assez bluffant. Et je voulais partager ça. Alors, j'ai beaucoup d'empathie pour cette personne qui, effectivement, à mon avis, est mal tombée. Mal tombée. Mais pourquoi pas? Donc voilà, ça m'a fait plaisir, je vous partage ça, c'est l'esprit, c'est rigolo. Il y a Tétane Machin qui dit: salut Rémi, je vais encore une fois t'embêter avec ça, mais est-ce que tu as regardé du côté de l'entrepôt à Mulhouse pour ton spectacle? C'est un format café-théâtre avec un bar et un restaurant, il y a bon manger, allez viens. Alors, c'est pas une mauvaise idée. Et l'entrepôt, sauf erreur, on l'a prospecté avec Marie, qui m'aide sur la gestion de la tournée. Je crois qu'on l'a prospecté, ça me dit quelque chose, cette histoire d'entrepôt. Alors, le format café-théâtre, et je vous dis ça, alors, à moitié pour la blague, mais à moitié pour de vrai. Alors, désolé, je vais encore parler de nourriture. Hein. Mais jouer dans un café-théâtre, j'ai peur que ça me déconcentre trop. Si les gens sont en train de manger, à un moment donné, qu'est-ce qui m'empêche d'aller me servir dans leur assiette? C'est moi l'artiste. Et pour ceux qui ont vu le spectacle, il y a une volonté d'échanger avec le public. Voilà. C'est ça il y a une volonté d'aller dans le public. Voilà. Alors après, j'ai cette différence avec Gérard Miller, c'est qu'il y a cette volonté de ne pas aller dans le public. Voilà, ça se joue pas à grand chose. Mais c'est vrai que moi, l'idée est géniale. Hein. L'idée est géniale, mais ça me fait peur de dire tiens, les gens ont à manger, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Donc, à voir. À voir, mais c'est une bonne idée. Je crois que oui, l'entrepôt de Mulhouse, on avait regardé. Ça peut être clairement une bonne idée d'aller voir nos amis en Alsace, dans le Haut-Rhin, Mulhouse. Il ne faut pas confondre, il y a le Bas-Rhin, il y a le Haut-Rhin. Donc
c'est important. Voilà les amis. 974 Dallon qui dit, je prends vos messages dans les commentaires, hein, les amis, qui dit Raoult sur Sud Radio avec Berkoff qui parle de Bill Gates qui est au tribunal, je crois, aux Pays-Bas, si jamais, comme on dit par chez nous. Effectivement, j'ai pas encore regardé la vidéo, j'essaie de regarder certaines choses, mais pas encore. Lawas79 qui dit, on peut retrouver ton spectacle sur YouTube. Alors pas encore. Parce que c'est le principe du spectacle vivant. Sinon, ça s'appelle une vidéo YouTube. Donc, il sera un jour disponible sur YouTube, où on fera le DVD, la cassette, j'en sais rien. Mais pour l'instant, l'idée, c'est quand même de le jouer, le spectacle. Après, on fera des extraits, on fera la captation, bien évidemment. Mais voilà. Voilà. Pour le spectacle, ça viendra, mais pas tout de suite. Là, on est en tournée jusqu'à fin 2025. Ce serait contre-productif, je pense, de le rendre disponible maintenant. Voilà. Par contre, il y a bientôt un sketch qui sera disponible. Pas la fin du spectacle, comme vous avez l'habitude maintenant sur la chaîne. Il y a un sketch qui va arriver. Parce qu'il y a l'évolution dans le spectacle. Je travaille sur un nouveau sketch qui devrait débouler fin 2024 ou début 2025. Donc, comme il va remplacer un autre sketch, on va le sortir pour vous donner un aperçu. C'est normal. Hein. C'est comme les recettes dans les cuisines. Hein. T'enlèves le gratin dauphinois, boum, tu mets... Je suis pas sûr de ma métaphore sur ce coup-là, mais bon, vous avez l'idée. De toute façon, vous avez l'idée. Donc, merci les copains, j'en profite encore pour remercier Jujukai qui vient de subprime 27e mois et Jérôme 010277 pour le sub 13e mois. Merci mon Jérôme, que j'embrasse. J'espère que tu vas bien. On se revoit à Toulouse, sauf erreur. Voilà. Maintenant, c'est la famille. C'est la famille, juste mieux. Je sais où vous êtes. Je sais où je vous ai vu. Comme ça, paf, paf. Toi, t'es là, toi, t'es là. Non, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Voilà les amis. Que du bonheur. Hier, j'espère que vous avez passé un bon moment avec Alerte Générale. On était avec les camarades. C'était la rigolade. Et puis, merci Alexandrine59 qui dit hier, tu étais au top dans Alerte Générale. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir comme tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est important. C'est le rendez-vous. On papote. On est entre nous. Plus que jamais. Se serrer les coudes, voilà, c'est très important. Alors, on y va, avec quelques petites actus, les copains, pour commencer. Et d'abord, Luc Ferry. Alors, Luc Ferry, il faut que je vous en parle parce que on a une séquence qui est en train de remonter sur les réseaux sociaux, sur les RS. Luc Ferry qui lâche les chevaux. Alors, on se dit, bon, Luc Ferry, c'est un type... bon, il navigue un peu à droite à gauche. Il a eu ce coup d'éclat face à Cohn-Bendit. De temps en temps, il l'invite à fermer sa gueule, ce qui est quand même plutôt positif. Mais là, sur Zelensky, Luc Ferry m'a étonné. Je vais vous montrer la séquence. Plutôt surprenant, une sortie plutôt surprenante. On va écouter ça. Merci. Je prends vos commentaires encore, on papote les amis. Il y a Charles Max 331 qui dit on t'entend pas assez dans l'alerte générale. Les deux autres parlent trop. Après, c'est des histoires d'équilibre. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mon Babcom 5 qui dit Rémi, il est juste en train de retourner sa veste. Donc je suppose que c'est par rapport à Luc Ferry. C'est possible. On va mettre la séquence, je vais vous montrer. Le réveil me semble un peu tardif, mais pourquoi pas. Et le fond de Marlène qui dit moi je m'inquiète pour Poulain, il a l'air de plus en plus tendu. Tout le monde en a plus ou moins gros sur la patate par période. Après, il y a ce projet d'élection présidentielle là, de 2027. Je l'ai découvert quand il l'a dit chez Mike Borowski. On va en parler. On va en parler en coulisses. Mon avis, on s'en branle de toute façon. Mais faut qu'on en parle. Je suis pas forcément convaincu du truc. Mais à la limite, c'est pas mon problème. Tu me diras, c'est pas mon souci. Il fait ce qu'il veut. C'est l'avantage. Moi, je fais des blagues sur scène. Bon, s'il veut faire président de la République, il fait président de la République. Tant qu'il fait pas de moto, normalement, c'est pas dangereux. Voilà, vous avez compris le clin d'œil. Alors, Luc Ferry, on y va, on est parti sur la séquence. C'était hier sur LCI, sauf erreur, hier ou avant-hier. En tout cas, c'est du tout frais, c'est du récent. Attendez, c'est con, hein, parce que le lancement était bien, mais j'avais pas préparé mes écrans. C'est con, hein, c'est dommage. C'est très difficile à dire parce que le discours officiel aujourd'hui en France, notamment le discours de mes camarades intellectuels, est tellement pro-Zelensky et tellement pro-ukrainien qu'on peut plus rien dire de nuancé. Mais la grande erreur des Ukrainiens, c'est la guerre du Donbass. C'est une immense erreur. Il y a quand même eu 15 000 morts. Poroshenko a levé une dizaine en 2014. Oui, bien après la révolution Maïdan, une dizaine de milices privées, dont le fameux bataillon Azov, qui est quand même un bataillon néo-nazi, bon, et raciste jusqu'au bout des ongles, pour aller massacrer les russophones du Donbass, qui s'étaient révoltés, qui avaient déclaré qu'ils étaient des républiques séparatistes, souvenez-vous, à Louhansk. Moi, Zelensky n'est pas un type bien. Voilà, Poroshenko, il a combien de procès aujourd'hui? Il a 4 ou 5 procès. Lisez les Pandora Papers. Zelensky est un homme d'affaires véreux, faut quand même le dire. C'est ce que disent les Pandora Papers, j'y peux rien. Et certains observateurs, notamment quant à rentrer ou pas dans l'Union européenne,
la corruption fait partie des maux de l'Ukraine aujourd'hui qui l'empêchent peut-être aussi de rentrer dans d'aller plus l'Union loin. européenne. Voilà. C'est d'abord et avant tout la corruption de ce pays et de ses dirigeants qui empêche de rentrer dans l'Union européenne. Bon, lisez les Pandora Papers, c'est pas moi qui le dis, il faut quand même s'informer de temps en temps. On peut pas faire que de la moraline à 3 francs la botte. Bon, l'Ukraine a été par ailleurs le pays le plus antisémite de toute l'histoire de l'humanité. Hein, les pogroms en Ukraine, c'est là que ça commence. J'ai fait le discours d'honneur pour le 150e anniversaire de l'Alliance israélite universelle. J'ai rappelé, c'est le pogrom d'Odessa en 1903, mais c'est une abomination absolue. Voilà. Et donc, après, l'histoire mais fait que... même en 2006, le grand rabbin d'Ukraine demande aux Juifs de quitter les grandes villes parce qu'il y a des retours antisémites. Alors, Zelensky est juif, évidemment, et donc ça, c'est une... Mais néanmoins, on a affaire à une Ukraine qui est extrêmement corrompue et qui a commis l'immense erreur de déclencher cette guerre du Donbass. Vous savez, ça aurait été Medvedev président à la place de Poutine, ça aurait été pire pour l'Ukraine. Voilà. N'oubliez pas que Medvedev ne cesse de dire « utilisons les bombes à neutrons » et il reproche à Poutine d'être un mou. Oui. Et je parle pas de Kadyrov, ce serait 1000 fois pire. Voilà. Et donc on a affaire, si vous voulez, à une lutte fraternelle entre l'Ukrainien et Russe qui parlent la même langue d'ailleurs. Les Ukrainiens parlent aussi le russe, ils parlent pas que l'ukrainien. Et donc il y a un moment ou un autre, il faut qu'on... Il y a presque 600 000 morts pour rien. Pour rien. Entre eux... Vous allez le dire, Poroshenko, c'est pas Zelensky qui a déclenché la guerre du Donbass, c'est Poroshenko, qui lui vraiment est... Alors franchement, c'est l'homme d'affaires véreux, mais alors véreux de chez véreux et véreux, hein, c'est pas n'importe qui. Bon, et c'est pas moi qui le dis, c'est les tribunaux ukrainiens qui le disent, c'est pas les tribunaux russes. Hein, bon, et donc ce type a déclenché la guerre du Donbass. Il y a eu 6000 civils ont été assassinés parce qu'ils parlaient le russe, parce qu'ils étaient pro-russes, parce qu'ils étaient favorables à des républiques séparatistes. Bon, il fallait appliquer les accords de Minsk. Voilà, les accords de Minsk prévoyaient des élections libres dans ces territoires. Jamais l'Ukraine n'a voulu le faire. Voilà. Donc je suis désolé de le dire. Alors je sais, je vais me faire pulvériser sur les réseaux sociaux par les moralistes. Mais vous en avez l'habitude. Et oui, vous... mais c'est la vérité ce que je veux dire. Ouais. C'est demander à notre camarade Voilà, donc je voulais vous montrer cette séquence, les amis, alors qui n'est pas forcément dans une très bonne qualité. Hein. Veuillez me pardonner, mais en même temps, j'y suis pour rien. Hein. C'est pas moi qui ai coupé la vidéo. C'est toujours un peu la même chose, en fait. On radote finalement sur les mêmes choses, c'est-à-dire il y a plusieurs niveaux d'analyse sur cette séquence. Si vous voulez, le niveau numéro 1, sur la forme du discours, oui, évidemment. Évidemment, on pourrait saluer le fait que ça dénote avec ce qu'on a l'habitude d'entendre. On pourrait saluer le fait que les choses soient dites. Il dit les termes, comme disent les jeunes. On pourrait saluer pas mal de choses. Hein, voilà, pourquoi pas. En plus, dire cela sur LCI, hein, qui est quand même... voilà, LCI est à l'information ce que Disneyland Paris est à la culture française. Donc, c'est quand même pas rien, tu vois, d'arriver là-dessus et de le dire. Mais on a cette même sensation, cet arrière-goût, tu sais. Tu sais, quand tu goûtes une bonne bière, tu te fais une joie, tu dis, ouais, une bière. Enfin, bon, le jeu d'acteur est pas dingue, mais tu te dis, ouais, super, la bière et tout. Tu goûtes, puis après, tu as cette amertume des bières un peu nulles, tu vois. C'est les bières pas ouf. Alors, pas forcément les moins chères, hein, mais tu as des bières qui te laissent une sorte de... Tu sais, des blondes de soif. Là, c'est pas l'homme qui parle, c'est le zytologue. Eh oui, parce que l'étude de la bière, c'est la zytologie. Eh oui, là, voilà. On dit juste milieu, il parle de nourriture, nanana, mais juste milieu, il apprend des choses. Eh oui, parce que l'ancêtre de la bière chez les Égyptiens s'appelait le zythum, Z-Y-T-H-U-M, qui était vraiment l'ancêtre de la bière, même sur la composition. C'était plus ou moins de l'orge fermentée. Et donc, c'est resté. C'est la zytologie, l'étude de la bière. Et voilà. Alors, on dit quoi? On dit bravo, grand maître. Eh oui, je suis pas franc-maçon, mais je suis franc. Alors ça, par exemple, c'était de la merde. Mais tout ça pour dire que, bref, sur les bières un peu moise-bac, t'as cette amertume un peu vilaine, un peu désagréable. Mais là, c'est pareil. Luc Ferry, on l'écoute, alors c'est bien, c'est rafraîchissant, ça, on a envie de dire, ça étanche la soif, quoi, tu vois. Ça épanche même d'ailleurs. Non, ça étanche. Allez, ça étanche, on s'en bat les couilles. Mais la réalité du terrain, c'est que c'est comme le Covid. On a cette énième impression des résistants de 1946, tu sais. Les mecs qui te disent en 2023, et quand même, le gouvernement, ils ont un peu forcé pour le confinement. Et paf, tu vois, et le mec dans sa tête, c'est Julian Assange.
Bah non, en fait, t'es Jean-Pierre Foucault. Voilà. En termes d'engagement vis-à-vis du réel, t'es Jean-Pierre Foucault. Sans faire injure à Jean-Pierre Foucault. Mais c'est tout le temps pareil, si vous voulez. On a quand on parle de narratif dans les événements qui se passent, c'est une étape qu'il faut absolument mettre. C'est-à-dire que si on tente une chronologie, alors je vous dis ça à l'envolée, ça mériterait d'être réfléchi et d'être posé sur papier et d'être, on va dire, plus lucide. Mais vous avez, quand il se passe un événement d'ampleur, Covid, Russie, Ukraine, Israël, Palestine et bien d'autres événements qui viendront, vous avez le temps de l'hystérie, tout très vite, l'émotion, l'information, l'analyse, tout dans le temps le plus court possible. C'est pas compliqué. C'est-à-dire que tu fais rentrer 25 personnes dans une Fiat Punto, tu vois. Donc voilà, c'est le temps de l'hystérie, c'est-à-dire tout trop vite. Vient le temps de la scission, c'est-à-dire le diviser pour mieux régner. On installe une version officielle et donc des camps autorisés et des camps rejetés, c'est-à-dire ceux qui ont raison, ceux qui ont tort, ceux qui sont du côté de la raison et ceux qui sont du côté de l'antisémitisme, l'anti-Ukraine, l'anti tout ce que vous voulez, vous avez compris l'idée. Et le troisième temps, celui de l'essoufflement, où finalement le contraste commence à s'installer, on commence à entendre petit à petit des voix un peu dissidentes, et enfin le quatrième temps qui est marqué par Luc Ferry dans la séquence qu'on vient de voir, qui est le temps du retournement de veste, qu'on pourrait appeler le temps Manuel Valls, voilà, si j'ose lui donner un nom, le temps Manuel Valls, où ceux qui étaient plutôt mitigés, c'est-à-dire que Luc Ferry, on ne peut pas lui faire le reproche d'avoir été le plus pro-Ukraine des médias, et pourtant il y en a une pelletée, hein. On ne peut pas lui faire ce reproche. Pour autant, ce qu'il dit, il ne l'a pas dit en mars 2022, au moment de l'invasion, enfin en tout cas de l'opération spéciale, comme dit Poutine, et l'invasion russe, comme disent d'autres gens, en Ukraine. C'est-à-dire que ce qu'il dit sur le fait que l'Ukraine soit un pays corrompu, que Zelensky soit un guignol, qui a des affaires de pognon qui lui collent au cul, on pouvait le dire avant 2022, si vous voulez. Donc c'est tout le principe de la lâcheté. Voilà. Mais la lâcheté douce, la lâcheté médiatique, la lâcheté feng shui. C'est-à-dire, je suis lâche, mais je suis zen. Parce que je m'offre quand même la possibilité d'être dans le bon camp de ceux qui ont préféré le doute à l'hystérie, qui ont préféré la réflexion à l'unilatéralité du cerveau, et des gens qui se disaient, écoutez, moi je suis ni pour l'un ni pour l'autre, par contre je vais lire des livres, je vais regarder des reportages, et je vais rejeter tout ce qui est trop évident. Et tout ce que l'on m'imposera, c'est-à-dire de dire Zelensky est gentil, Poutine est méchant. Ça, je vais le rejeter. Et c'est pas une question de prendre parti. Vous connaissez hein, le genre de la maison, les amis. Pour moi, toute certitude est bonne à être rejetée, de toute façon, de manière générale. C'est-à-dire que je préfère tout le temps un doute prudent, un doute intelligent, à une certitude idiote. Hein, si vous voulez... voilà, vous avez l'équipe qu'on essaie de former, voilà, sur juste milieu, les réflexions qu'on essaie de pousser, et vous avez l'équipe Rutel-Krief. Voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez, hein, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Mais c'est vrai que Luc Ferry, voilà, on a quand même envie de paraphraser Éric Cantona et de lui dire qu'on lui pisse au cul. C'est dommage, je sais que c'est dommage, et je sais qu'on aurait pu se dire, ah, mais c'est cool, enfin quelqu'un qui ose dire. Oui, mais oser dire... quasiment 3 ans après, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, c'est vraiment, tu dis, hey, quand même, l'occupation de la France par les nazis, c'est pas bien, hein. Et paf. Oui, mais en fait, Michel, on est en 2024, donc hein, t'es sympa, mais t'es plutôt Jean Mouline que Jean Moulin, donc on en a plein le cul en fait. Et c'est ce qui m'énerve. Il y a eu le Covid. Il y a Russie-Ukraine, et je vous parie l'apéro qu'on aura d'ici quelques mois des retournements de veste sur Israël-Palestine. De gens qui diront, comme ce qu'on peut dire aujourd'hui, attendez, ça n'est pas une question de prendre parti, vous défendez qui vous voulez, mais il y a des innocents qui meurent, et dans des proportions qui ont dépassé le cadre de la réponse légitime. Point. Pas plus, pas plus. Je m'embarque même pas dans des éléments d'histoire ou autre, ou je sais pas quoi. Juste la protection nécessaire des civils. Et vous verrez que dans 6 mois, on va avoir des Luc Ferry qui vont nous faire ça. Et donc, c'est fatigant, c'est vraiment fatigant, je trouve. Voilà, c'est lâche qui se déguise en courageux, c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Et pourtant, le courage ne coûtait pas très cher. Hein. De reconnaître que l'Ukraine était un pays, et est toujours un pays extrêmement corrompu, de reconnaître l'histoire antisémite de l'Ukraine, faut pas un courage énorme. Hein. Tu as des trucs qui s'appellent Wikipédia, tu as des livres d'histoire... Il ne s'agit pas non plus de te faire couper les 2 bras, quoi. Donc, c'est usant. Franchement, c'est usant. Il faut juste le courage d'accepter de faire partie de la mauvaise équipe. C'est-à-dire ceux qu'on qualifie de complotistes, de connards, de tout ce que tu veux.
On s'habitue, hein, regarde. On est bien, hein. Tu vois, il y a pas de... Ça va, moi ça va. Tu vois, c'est bien. Je me sens bien. Je suis en forme, quoi. Donc voilà, c'est une question d'habitude. Question d'habitude. Une fois que tu as accepté que tu étais un connard, bon, bah... Voilà, hein. Comment il fait, Christophe Castaner? Il y arrive très bien, donc tu vois. Alors, vous savez, il y a le Slovaque 31 qui dit ça lui aurait coûté sa place sur les plateaux de TV. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais c'est aussi ça le courage. C'est aussi ça le courage. Et je signe et persiste. Je veux dire, perdre ton poste grassement payé sur LCI, bon, ça va, quoi. Hein, là, en ce moment, je suis en train de regarder Gladiator. Bon, bah, Maximus, il a du courage. Voilà, Maximus, bon, il se fait quand même dégommer sa femme et son gosse. Alors, ceux qui l'ont pas vu, vous quittez le live parce que je vais spoiler dans les grandes largeurs. J'ai même pas fini, il me reste 45 minutes. Il y a le 2 qui sort, j'ai envie de le voir. À mon avis, ça va être de la merde. Mais je me rappelais plus bien le 1. Donc, j'ai dit à ma Mignon, on va regarder. Bon, le bordel fait 3 heures. Ça fait 2 semaines qu'on est dessus. Mais Maximus, il a du courage, Maximus. Oh, il a une épée comme ça. Oh, il tourne le dos à César. Moi, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était la salade. Donc, en termes de courage, bon, voilà. Et le mec, il arrive, il tourne le dos à César, putain. Il tue des gens, il découpe des gens et tout ça, alors qu'il a aucune raison. Enfin, il a plus d'espoir. Je veux dire, Maximus, c'est Valérie Pécresse, si tu veux. Hein. Il a plus d'espoir. Le gars. Tout est paumé. Hein. Il n'y a plus personne autour de lui. Il a paumé sa femme, il a paumé son gosse. Il a des gladiateurs autour de lui. Et à mon avis, ils vont pas tenir très longtemps. T'en as un, c'est un scribe. Tu sens que bon, le scribe, tu le fous dans l'arène. Qu'est-ce que ça fait d'être scribe? Ta gueule. C'est une bonne situation? Non. Voilà, décollage tête-épaule, classique. Donc non. Maximus, c'est une sorte de Valérie Pécresse avec de la testostérone, hein, finalement. Et c'est vrai que bon, là où Valérie Pécresse, finalement, se confie très bien dans son existence de directrice RH à Broching, bon, bah, Maximus, il se dit, tiens, on va essayer d'aller chatouiller l'empereur. Ah, dernier qu'on a vu faire ça, c'était Luke Skywalker, quand même. Bon, après, il apprend que c'est son daron. Alors, tu as des histoires, tu dis, tiens, je suis ton père, je vais embrasser ma sœur. C'est une émission dans le nord de la France ou quoi? Non, je rigole. Non, non, attention, je sais qu'il y a des camarades du Juste Bistrot qui viennent du nord, c'est pour la blague, évidemment. J'aurais pu dire pareil à l'Est, j'aurais pu dire pareil dans les beaux quartiers parisiens, voilà, sauf que là, c'est vrai. Mais voilà, mais c'est vrai que voilà, j'ai une pensée hein, pour PVP Cash qui dit dans le chat, il dit Maximus et Valérie Pécresse, j'arrive sur ça. Effectivement, j'ai une pensée pour les gens qui atterrissent sur le Juste Bistrot et qui sont en train de se dire merde, donc l'autre, en fait, c'est un mélange entre les cahiers du cinéma et Carlos. Thierry Pimpon sur le Chihuahua. Et c'est vrai que non, mais réfléchissez sur ce que je viens de vous dire. Et demain, vous venez m'écrire dans le chat et vous allez dire Rémi, t'as raison. Effectivement, Maximus, il est courageux. Luc Ferry, bon, c'est une pompe à vélo. Voilà. Je pense que Gladiator est beaucoup plus riche en enseignement qu'une heure sur LCI. Parce que Gladiator, t'as un truc, bon, il y a des chars, il y a des tigres. Il y a des tigres à un moment donné. Moi, on a fait pause hier, il y avait les tigres. Quand il dégomme l'autre avec son masque, le tigre d'ailleurs. Et non, c'est bien. Joachim Phoenix d'ailleurs qui joue le rôle de Commode. Voilà, Commode. Commode. Non, c'est bien, c'est bien. Non, j'aime bien, j'aime bien. Mais je vous dis ça parce que c'est la transition. Et il va y avoir une transition, on va parler cinéma ce soir. On va parler cinéma, mais pas tout de suite. Parce que d'abord, et c'est dans le titre, après on parle de Monsieur Aznavour, les amis, bien évidemment. Mais je voulais vous parler d'un truc alors qui est sur le papier pas drôle. Mais franchement, je ne résiste pas au plaisir de vous en parler. Parce que ce matin, je me suis tapé des barres, mais tout seul. Et je me suis dit, je vais en parler aux copains du Juste Bistrot, ça va les faire marrer. Enfin, j'espère que ça va vous faire marrer. Parce que dans Libération, on a eu un truc. Mais on a eu un truc. Mais le journaliste qui a fait ça, je veux le rencontrer. Je vais lui écrire personnellement. Alors là, je suppose, oui, là, Myrène Garay-Cochea. En plus, elle est basque. Donc on aime les Basques, on aime le Pays Basque. Ego akea kesali sio. C'est un chant basque, mais je parle pas basque, donc je baragouine. Hein. Regardez-moi ça. Consentement. Face au viol de Mazan, le milieu libertin s'interroge. Alors, je vous donne le contexte, après je vais tout vous lire. Parce que, enfin, en tout cas, au moins la première page. Bon, dans la tête de la journaliste, qui est basque. Donc vraiment, déjà, bon, on a du respect. Et c'est dommage parce qu'elle a plein de points de crédibilité. On embrasse le Pays Basque, évidemment. Même si vous écrivez, il y a des X, il y a des CH, il y a des Y. Un jour, on en parlera parce que personne n'a compris. Mais vous nous avez offert Bichente Lizarazu. Ça fait plaisir. L'histoire. Donc la journaliste se dit, tiens,
il y a les procès de Mazan. Donc on rappelle cette histoire terrible d'une femme abusée par plusieurs dizaines d'hommes sans son consentement, en étant sous substance médicamenteuse, fournie à son insu par son mari. Donc le truc sordide au possible. Bon. On en a déjà parlé plusieurs fois. On a nos élites médiatiques qui se sont dit, tiens, quelle bonne idée de ramener le bout de notre pif en disant, ouais, on va faire des leçons, c'est un symbole de la société patriarcale. Voilà. Quand Gérard Miller sodomise la moitié des publics de Laurent Ruquier, là, il n'y a plus personne. Là, c'est marrant, tu vois, les tribunes du showbiz, c'est comme les parcours de golf, ils choisissent leur trou. C'est-à-dire que tu peux pas... voilà, ils font des tribunes quand c'est le bas peuple. Voilà, pour faire croire que le bas peuple est peuplé de dégénérés, où tout le monde s'en manche, les affaires de réseau et tout, ça marche dans le bas peuple. Quand ça touche les élites, oula, non, attention. Ce serait du populisme. Voilà. Donc, c'est la différence qui n'est pas évidente. C'est pour ça que je réexplique. Il faut suivre parce que c'est pas fastoche. Et donc, on a une journaliste basque au demeurant. Et je vous le dis, ça m'embête. J'aurais préféré qu'elle soit du 16e arrondissement. J'y serais allé plein gaz. Mais elle s'est dit, tiens, on a un drame sordide, dont le procès est encore en cours, d'ailleurs. Donc, bon. Et elle s'est dit, mais pourquoi pas faire une enquête en profondeur dans les clubs échangistes. Pourquoi pas? Après, le lien est tout trouvé. Voilà. Hein. Pourquoi pas? Et elle nous a offert cette enquête. Et alors là, je pense que personne n'est prêt. Je vous lis le chapeau pour donner un petit peu le ton. Pour les adeptes de libertinage, leur culture du sexe consenti semble aux antipodes des propos tenus par les hommes accusés d'avoir violé Gisèle Pellicot. Les patrons de clubs, eux, restent vigilants sur les comportements prédateurs. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, il t'explique quand même... bon, on part d'une affaire de viol, et dans les clubs libertins, c'est pas des viols. Il y a le consentement des gens qui accèdent au club libertin. Et tu sais, normalement, dans l'esprit de quelqu'un de normal, bien équipé en termes de neurones et tout, alors un peu plus qu'Hidalgo, mais pas loin, la marge est pas énorme. T'as compris, en fait, t'as même pas besoin d'un article. Tu vois, libertin, il y a consentement, pas libertin, il n'y a pas consentement, un viol, il n'y a pas consentement. Voilà, est-ce que t'as besoin d'une enquête, tu vois? Oui. Là, ils nous ont dit oui. Là, ils nous ont dit oui, et attention, c'est pas piquer des janetones, comme on dit, à Tolède. Là, par contre, là, c'est quelque chose. Là, c'est quelque chose. Alors, je vais évidemment vous en faire lecture, parce que quand il y a moyen de se marrer comme ça, il faut y aller. Il faut y aller plein gaz. Je vais vous lire la première page pour comprendre, mais vraiment l'enquête. Parce que, regardez, ce que je vous ai pas montré, Myrène Garay-Cochea, j'espère que je le prononce bien pour nos amis basques, elle est envoyée spéciale à Toulouse. Regardez, c'est écrit. Elle est envoyée spéciale. C'est-à-dire que elle va enquêter sur les milieux libertins. Bon, sincèrement, ça va. Tu peux envoyer un pigiste, tu vois. Elle est envoyée. Déjà, elle est envoyée. Tiens, je vais dans les boîtes à cul. Oui, bon week-end, Myrène. Et en plus, c'est envoyé spécial. Donc, c'est une sorte, si tu veux, de Albert Londres du Fion. Et ça, on n'avait jamais vu venir. On savait pas, nous. Nous, quand on paye les impôts pour les subventions pour les journaux, on se dit pas qu'à un moment donné, ils vont faire des enquêtes avec envoyé spécial dans des clubs échangistes. Tu te dis, merde. Alors, effectivement, c'est peut-être le seul endroit où ils vont devoir plus de menottes qu'au gouvernement. Ça, c'est évident. C'est pas compliqué, tu me diras. Mais je vous lis l'histoire. Parce que là, c'est du miel. C'est du miel, vous avez le contexte, on y va. On commence avec une citation. Dans le libertinage, la femme n'est pas à moitié morte. Elle est au courant de ce qu'il se passe. L'homme est respectueux. Dans le procès des viols de Mazan, Gisèle Pellicot était droguée, complètement inconsciente. Ce samedi soir d'octobre, Ligeia, donc les prénoms ont été modifiés, mais bon, ils lui ont mis un truc, on dirait un code barre, mais c'est pas grave. Ligeia, étudiante en philo de 24 ans, au liner noir impeccable, est venue en club libertin à Toulouse avec son copain. C'est toujours elle qui décide, complète son partenaire, Ludo, intermittent de 29 ans. Alors, intermittent, est-ce que c'est par rapport à sa sexualité? On n'aura pas de détails de la part de l'envoyé spécial. Depuis septembre, les mots libertin et libertinage fusent régulièrement devant la cour criminelle départementale du Vaucluse. Pendant 10 ans, Gisèle Pellicot, 72 ans, plongée dans un état de léthargie, après avoir été victime de soumission chimique, a été violée par son ex-mari Dominique Pellicot et des dizaines d'hommes recrutés par ses soins sur Internet. Donc, vous inquiétez pas, le lien n'est pas évident, hein, parce qu'on a envie de se dire, il n'y en a pas. Mais si,
Envoyé spécial, je vous l'ai dit, elle n'est pas juste journaliste. Alors, elle n'est pas fact-checker non plus. Ça, c'est un stade qui te rapproche du panthéon de la connerie. Envoyé spécial. Il leur annonçait qu'il s'agissait d'un jeu de rôle sexuel, que le couple était libertin et avait l'habitude de ce genre de choses. À la barre, plusieurs accusés ont affirmé être libertins. Dans ce procès, on est loin du libertinage, où il existe une culture, des codes. Le consentement est au centre de tout. Ils te le redisent. Hein. Si jamais tu te disais, toi, en ton fort intérieur, ça n'a rien à voir, parce que justement, il y a le consentement avec le libertin, ils te redisent que en fait, les gens font un lien, ce qui est une erreur, parce que ça n'a rien à voir, mais on fait un article pour expliquer pourquoi il ne faut pas faire de lien. Donc on fait des liens. Tu as capté l'idée. Cadre d'emblée, Rémi Calmont, directeur du SNEG, syndicat de lieux festifs qui regroupe une centaine d'endroits libertins, boîtes, restaurants, hammams, saunas, bars, hétéros en France. Il y en aurait entre 300 et 400 au total, estime le réseau social Wild. Notez la graphie WYYLDE. C'est sûrement une application nommée par Franck Ribéry. Les clients apprécient un milieu libre de tout jugement où la femme est reine et le respect central. Les patrons, eux, tentent de réduire au maximum les agressions, mais des angles morts existent. Donc, on notera d'ailleurs le sens de la formulation. Hein, il commence l'article en te disant « Dans le libertinage, la femme n'est pas à moitié morte ». On finit la première partie en disant « Des angles morts existent ». Voilà, petite vanne, mais c'est que le début. C'est que le début du bonheur. Et là, on continue. Là, on continue avec cette première partie intitulée « Les regards ne sont pas insistants ». À presque minuit, le dance floor du 360 Club est bondé. Situé entre une salle de sport et un escape game de la zone d'activité toulousaine, c'est l'un des plus gros clubs de France. Ce samedi, une centaine de couples ont payé les 50 € d'entrée, 2 consos, peignoirs et tongs inclus. Des personnes apprêtées, en robe ajustée ou en chemise, se déhanchent tout sourire sous une pluie de confettis dorés. Vous avez compris la symbolique, Golden Shower, vous avez l'image, tout le monde se pisse dessus. Là, je suppose que ce sont réellement des confettis. L'histoire ne le dit pas. Au premier coup d'œil, on pourrait croire à une boîte quelconque où l'âge brasserait large, de 20 à 60 ans. À quelques détails près. Mais là, c'est l'envoyé spécial qui fait son boulot et va nous notifier les choses. Toutes les gambettes sont à l'air, perchées sur des talons. Le dress code interdit le pantalon aux femmes et oblige les hommes à porter une chemise. Sur le classique reggaeton Papichulo, une policière, une bonne sœur, une hôtesse de l'air et une écolière ondulent joyeusement autour de bars de strip. Elles sont les seules à avoir opté pour un déguisement. Côté bar, 2 femmes en body noir sexy sont accoudées au bar. Le sens, t'as vu, de l'observation. Envoyé spécial. Leurs partenaires leur grignotent les fesses. Là, on rentre dans l'investigation. Est-ce que c'est une spécialité de Haute-Garonne? La grignote de trou de balle, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Elle leur grignote les fesses, c'est écrit comme ça. Sur une banquette, une femme brune, perruque carrée, court à franges. Impeccable. Elle est impeccable, la frange. Suce un homme caché derrière sa casquette de pilote. Voilà. Là, on rentre dans l'investigation. Voilà, là on est... c'est-à-dire que la journaliste a estimé que c'était un détail important. Elle s'est dit, si elle ne le dit pas, le papier n'est pas complet. Voilà. Alors effectivement, ça fait penser à un livre de Bruno Le Maire ou aux dernières éditions Pléiade de Marlène Schiappa. Mais non, c'est envoyé spécial Libération. Voilà. Donc je le redis, hein, leur partenaire leur grignote les fesses. Sur une banquette, une femme brune perruque carrée court à franges impeccable, sûrement un sosie de Mireille Mathieu, suce un homme caché derrière sa casquette de pilote. Je continue. Une amie, perruque blonde, les interrompt, blague, et puis s'en va. Voilà. Parce qu'il y a un côté vaudeville de la fellation. C'est plutôt sympa. Une bifle, une vanne, c'était le thème de la soirée. On continue. Au fumoir, Mathilde, tatoueuse de 22 ans, et son copain profitent d'un peu de calme avant de se lancer. Le procès Mazan a fait irruption dans ses conversations entre amis. Ça nous fait rager. On respecte Gisèle d'avoir osé en parler. Partage-t-elle derrière des cils sans fin? Parce qu'il y a des effets de style. On est quasiment à l'Académie française. Elle-même, victime de soumission chimique dans un bar, elle a pu appeler son père à temps.
Pour la première fois ce soir, elle ressort une robe moulante du placard, ne sortant plus qu'en pantalon dans les boîtes classiques. Ici, je ne me sens plus comme un bout de steak. Peut-être une référence aux gens qui grignotent le trou de balle de leurs collègues. Bon. Il y a des métaphores bouchères qui m'échappent. Les regards ne sont pas insistants. Les gens ne jugent pas. Voilà. Au fond du couloir, Tiffaine et Jade, deux copines de 36 et 38 ans, et leur ami Hugo, 23 ans, jettent un coup d'œil aux chambres pour prendre la température. Première porte, un homme prend en levrette une femme sur un lit plastifié. Il y a aussi une connaissance de la literie. Il est plastifié, le lit. Donc ça devait couiner, la femme, le matelas, je n'en sais guère. Et il manque un détail, excusez-moi. Sur un lit plastifié, sous le halo de néon rouge. Excusez-moi. Porte grande ouverte, on peut rentrer, décrypte-t-elle. Fermée, on reste dehors. Entrouverte, on peut regarder. Voilà. C'est... Cheveux blonds lissés tombant sur une nuisette transparente. Jade qui travaille de jour dans une agence d'intérim. Ça, je trouve qu'on s'en fout. Mais non, mais ça, c'est l'enquête d'investigation. Voilà. A embrassé le libertinage cette année. Je pensais que les hommes m'oppresseraient. Et c'est l'inverse. Ils ont une approche très douce, quasiment timide. Je suis moins harcelé qu'en boîte. Ils ne forcent pas. Son amie, aide-soignante, de jour, acquiesce. On n'est obligé à rien. Je viens parfois sans coucher, juste prendre un verre. Voilà. Peut-être que c'est une expression où va le verre. L'enquête ne le dit pas. Et là, dernier paragraphe. J'aimerais que tout le monde soit concentré. Je veux tout le monde aux aguets parce que la dernière phrase, c'est du miel. C'est du miel. Vraiment, c'est du bonheur. C'est du bonheur parce que on a la chance d'avoir une envoyée spéciale, je veux dire, à Toulouse. La meuf, elle vient peut-être d'une rédaction à Paris et son patron lui a dit « Tiens, va dans une boîte à cul nous faire un reportage. » Et elle conclut la première partie sur une phrase qui restera dans les annales et je pèse mes mots. En haut des escaliers, un homme, l'air absorbé, réajuste ses lunettes. Son sexe en érection dépasse de son peignoir. Il sort de la piscine. Après, bon, c'est vrai que bon... Non, mais je suis un petit peu taquin. Moi, j'aime la littérature, j'aime la lecture. Et il sort de la piscine. Du coup, est-ce qu'il était en peignoir dans la piscine, bite au vent? Enfin, je sais pas. Ça me semble pas très carré, mais bon, peut-être qu'elle apprend, la ptiote, c'est normal. Et là, elle va être formée avec ça. Ou déformée, c'est selon. Mais il sort de la piscine ou butine. Nu. Une quinzaine de couples sous un plafond réfléchissant. Autrement dit, un miroir. Voilà, non, mais parce que quitte à faire un article de merde, autant faire des mots compliqués, parce que sinon, c'est pas rigolo. Avec sa compagne, il se dirige vers les coins câlins, où une dizaine d'immenses lits doubles à baldaquin s'enchaînent dans la pénombre. Des gémissements fusent. Ça commence à claquer. Si, c'est là, regardez. Juste avant l'intertitre. Des gémissements fusent, ça commence à claquer. Non mais voilà. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas moi qui décide. Je te le remonte pour ceux qui me croient pas. Je vais zoomer. Je peux zoomer. Il n'y a pas de problème, autant que vous voulez. Je vous la mets en gros, si j'ose dire. Des gémissements fusent, ça commence à claquer. Voilà, c'est le journalisme. Voilà pourquoi moi je suis une merde qui fait des vidéos YouTube à la con et je suis un complotiste. Je n'ai pas la carte. L'autre, elle est envoyée spéciale. Des gémissements fusent. Ça commence à claquer. Voilà. Prends ça, Albert Londres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle nous fait un reportage à nous expliquer le bruit des culs qui claquent. Alors c'est vrai qu'on dirait l'autobiographie de Bruno Le Maire. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Excusez-moi de vouloir faire un semblant de métier de journaliste à parler d'autre chose que du fion des gens. Je sais que ça gêne. Mais des gémissements fusent, ça commence à claquer. Voilà, libération. Libérons-nous, voilà, de l'intelligence. Arrêtons avec ce fardeau de la réflexion, voilà.
hein. Débarrassons-nous du poids d'avoir des intérêts pour des choses sérieuses. Mais voilà. Mais oui, du procès Mazan au cul qui claque. C'est-à-dire le semblant d'empathie pour Madame Pellicot, et finalement tu parles des culs qui claquent. Mais on lui crache à la gueule avec plaisir à Gisèle Pellicot. C'est ce que te dit l'article. Au départ, c'est un truc supposément féministe, mais tu parles des culs qui claquent. Voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Je ris jaune. Alors attention, les antiracistes, ça n'a rien à voir avec nos amis asiatiques. Ça me vexe, cette histoire. Parce que moi, le con, j'ai pas fait journaliste, mais si j'avais su qu'en 6 mois de boulot chez Libération, on m'aurait demandé d'aller faire un reportage sur la dilatation des FIAC, mais putain, mais voilà, elle est là, ma carrière. C'est ça que je veux. La reproduction sexuelle des otaries. Toute la journée, prendre des photos d'otaries. T'as vu, l'imitation, elle est pas mal. C'est extraordinaire. Eh oui, eh oui. Et moi, c'est vrai que je me fais chier, tu vois, j'essaie de lire des livres. J'essaie de trucs, les magazines, les conneries, alors que je pourrais passer ma journée à regarder des nibards qui claquent. Putain, qu'est-ce que j'ai raté à un moment donné? Je vous le dis, moi. Je vous le dis. Et vous m'encouragez à être là. Oui, Rémi, parle-nous d'actualité, quelle est ton analyse? Mais on s'en branle. Factuellement, voilà, dans l'article, il s'en branle, visible. Il se branle, d'ailleurs. Donc, c'est bien. Elle a raison. L'enquête ne dit pas si la journaliste, derrière, et aller vraiment en profondeur, je sais pas, mais genre, quitte à faire de l'investigation, à un moment donné, l'expression mettre le doigt dans un sujet, bon ben voilà, ça, faut aller au bout. Donc voilà, et effectivement, après la question, avait-elle un casque presse pour éviter les jets? Tu vois, non mais tu sais, tu peux imaginer en reportage, oui Patrick, je suis actuellement sur un champ de tir. Ouais, oh, attendez, parce qu'on a Martial qui décharge. Attendez, je vais sur une zone de... Non, mais moi, je fais la blague, mais je demande. Est-ce qu'elle avait un gilet pare-balles? Ou gilet pare-boule? J'en sais. Ça dépend le domaine. Je suis pantois. Je suis pantois face à cet article de Libération. On a hâte d'avoir la suite, bien évidemment. Et là, ce qui va être le plus impressionnant pour vous. Bon, vous avez compris avec cette vidéo que le journalisme français, c'est moute. Hein. Elle est cuite, la salade. Mais j'ai une pensée émue d'ailleurs à Charles Max 331 qui dit « Je rigole tout seul, tout le monde me regarde bizarre au bureau. » Voilà. J'ai une pensée émue pour tous les gens qui essaient de faire semblant d'être normaux finalement. Hein, mais vous regardez une émission qui ne l'est pas, mais toujours plus que des articles de Libération. Mais là, ce que vous allez voir, et ce qui est bluffant, c'est la transition. Parce que on est chez un professionnel, hein. Vous êtes dans le Juste Bistrot. On va passer des boîtes à cul à Charles Aznavour. Et c'est pas évident. Non, mais c'est pas évident. Ça n'existerait pas dans d'autres émissions. Si vous venez ici, c'est que vous savez qu'il y a une certaine souplesse. Il faut se mouiller la nuque. Mais on passe du club échangiste, des culs qui claquent, à Monsieur Aznavour de Grand Corps Malade. Donc tu vois, c'est... Et voilà, c'est pas fastoche, mais je voulais vous parler de ça avant, évidemment, pour cette deuxième partie de l'émission, les amis. Donc c'est très important, cette histoire de Monsieur Aznavour. On enchaîne, faut que je finisse environ vers 18h, les copains, donc comme ça, on est dans les temps. Déjà, je me mets un coup d'eau. Voilà. Je me mets un coup d'eau dans le museau. Et... alors, ce film, Monsieur Aznavour, je vous montre la bande-annonce, les copains. C'est marrant parce que dans le chat, il y a Lux Talua 88 qui dit pareil, on me regarde bizarrement au travail. Bah, j'ai aussi une pensée émue pour Edouard, c'est-à-dire qu'il supporte tout ça. Et il travaille, c'est vrai. Laisse-moi, C'est l'imitation de l'Otari, ça t'a pas... Non, Si, à la limite, c'est le meilleur. Je peux faire Bakri aussi. Ouais, vas-y. Sortez les feuilletés, les gars. Non. Allez, c'était... ouais, je l'ai de moins en moins. C'est extraordinaire. Allez, Monsieur Aznavour, tout de suite. La bande-annonce. Je vous montre la bande-annonce, les copains. Et après, on débriefe ce film. Je vous partage un peu mon avis. Et il y a pas mal de choses à dire. Film Monsieur Aznavour. Alors, je suis allé le voir ce week-end. Et je voulais absolument vous en parler, les amis, parce qu'on va pas faire monter le suspense pour rien. J'ai adoré. Voilà, je me suis régalé, sincèrement. J'avais peur. Je ne vais pas vous mentir, j'étais pas certain d'aimer. Déjà parce que la mode est au biopic. Hein. Voilà, en 3-4 ans, on a eu Elton John, Bob Marley, Amy Winehouse. On a eu Whitney Houston, on a maintenant Aznavour. On en a eu une paire. On en a eu vraiment une paire de biopics. C'est sympa, mais
c'est devenu un peu la mode, avec toujours cette structure qui revient, qui est devenue de fait habituelle, c'est-à-dire voilà une évolution chronologique de la vie de l'artiste. On cale les chansons au bon moment de sa vie pour dire à quel point les chansons sont inspirées de sa vie. Il y a du drama, il y a des trucs un peu tristounes, et puis merci, au revoir, à dégager voix 12. Donc, j'avais un peu de crainte, mais je me dis au pire, un biopic, tu passes jamais un mauvais moment, dans la mesure où il y a de la musique, c'est sympatoche et tout, et ça peut être l'occasion de voir de belles perfs d'acteurs. Et franchement, d'entrée de jeu, on va décortiquer un peu tout ça, mais Tahar Rahim, extraordinaire. Tahar Rahim, extraordinaire dans ce film. Vraiment, vraiment très bon. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas allumé la tête. Ouais, j'ai zappé, ouais. J'ai oublié, c'est pas grave. Ah, il est assistant lumière aussi, je l'appelle Claude François. Hein, c'est la blague, ça. Ça, c'est génial. Et, Tahar Rahim, vraiment extraordinaire, qui joue Charles Aznavour. Tous les autres rôles sont vraiment chouettes. Hein. Marie-Julie Bopp, qui joue Edith Piaf, pareil, extraordinaire. J'ai appris en préparant l'émission que c'était la compagne de Laurent Deutsch. Donc voilà, comme quoi, petit secret people. On a, à un moment donné, on voit Johnny Hallyday avec un acteur qui s'appelle Victor Metelet, qui joue Johnny jeune, parce que Aznavour lui a écrit la chanson Retiens la nuit. C'est extraordinaire. Il est vraiment très fort. Enfin, il ressemble vraiment à Johnny, il est vraiment très bon. Et la Pellegrini également. Enfin, on a vraiment tout le casting est super. À la réalisation, c'est Grand Corps Malade. Grand Corps Malade avec Mehdi Idir, qui avait déjà fait Patient, par exemple. Et enfin, vraiment la création du film, l'idée du film, sur la forme, tout est vraiment super. Vraiment, tout est super. La perf de Tahar Rahim est extraordinaire. Vous savez que j'ai adoré Back to Black, le biopic d'Amy Winehouse, parce que c'était d'abord Amy Winehouse. Je pense qu'en termes de film pur, Monsieur Aznavour m'a davantage plu que Back to Black. Parce que on décortiquera un peu tout ça, mais tout est vraiment juste visuellement. Visuellement, je trouve ça beau. Il y a une scène où j'ai eu un peu peur au début. Il n'y a pas vraiment de spoil, hein, vous doutez bien qu'à la fin, malheureusement, il meurt, Charles Aznavour. Mais je vous donne quelques éléments pour ceux qui l'ont vu ou ceux qui vont le voir. Je vous invite vraiment à aller le voir, les amis. Je vous redirai ça juste après. Il y a une scène sur la Libération, la scène à la Libération, je me suis dit, il y a un côté très carton-pâte, très décor Puy du Fou. Enfin, non, c'est pas carton-pâte, mais très spectacle Puy du Fou. En fait, c'est très lisse, on voit des façades, la caméra qui bouge pas, des gens qui sortent aux fenêtres. Ça fait pas du tout naturel, mais c'est le seul plan où j'ai un peu tiqué. Vous avez par exemple un plan séquence sur une chanson à un moment donné. Je crois que c'est sur la scène quand il fait Je me voyais déjà, c'est ça, dans un grand théâtre parisien. Il y a un plan séquence qui est vraiment très joli. Un plan séquence, c'est, si vous voulez, sur un même plan, vous avez que des mouvements de caméra, mais qu'il n'y a pas de coupure, en fait. Vous passez pas de la caméra qui est là à la caméra qui est là. Vous suivez tout le déplacement de la caméra. Donc c'est vraiment, il est très fort. On va dans le public, ça fait une sorte de travelling avec les mouvements de caméra. On ne sait pas trop comment ils font. Ça part du public, ça se tourne, ça revient. C'est vraiment, vraiment chouette. Et l'histoire m'a l'air fidèle. Alors, en n'étant pas un spécialiste de la vie de Charles Aznavour, il y a évidemment des arrangements chronologiques, mais on le suit de bout en bout de sa toute jeunesse, dans le café-restaurant de ses parents à Paris, une fois arrivé d'Arménie. Et puis, on le suit petit à petit, son amitié, sa rencontre avec Marc Roche, et ainsi de suite. Donc, vraiment, Pierre Roche, pardon, pas Marc Roche, Pierre Roche. Je trouve que tout est très juste, tout est bien à sa place. Le film dure 2h10, quelque chose comme ça. Je ne l'ai vraiment pas vu passer. Pourtant, je suis un impatient en cinoche. Je trouve ça vraiment bien. Tahar Rahim, je préparais un peu la vidéo. J'ai retrouvé un extrait d'interview de Tahar Rahim qui explique à quel point ce film a eu aussi le soutien de Charles Aznavour lui-même, parce que les deux réalisateurs, Grand Corps Malade et Mehdi Idir, ont été choisis par Charles Aznavour de son vivant. Il avait apprécié Patient, qui était un des films réalisés par les deux bonhommes. Et Charles Aznavour avait donné son accord pour que ce soit eux qui réalisent un film sur sa vie. Donc on a en plus quelque chose d'assez lié en fait avec Charles Aznavour et sa famille. Tahar Rahim qui dit j'ai interviewé sa femme Ulia, sa deuxième fille Katia, son fils Misha, sa sœur Aïda. Je suis allé à Los Angeles pour rencontrer Seda, sa première fille. Ils m'ont raconté leurs souvenirs, ses joies, ses craintes, ses failles, ses qualités et ses complexes. Je leur ai donc posé beaucoup de questions sur ces sujets, les ai enregistrés. Donc ça va dans la promo du film, évidemment. Mais il y a un truc vraiment très lié à Charles Aznavour. J'ai trouvé ça super chouette.
Et pour pousser un peu la vie, les amis, parce que voilà, vous savez, c'est pas les cahiers du cinéma, puis ce qui m'intéresse, c'est ce que certains films disent de nous, finalement, de la société, et puis certaines critiques disent de notre société aussi. Et comme dit, pour passer vite là-dessus, je trouve que c'est un bon film. C'est agréable, visuellement c'est chouette. On aime. Après, il faut aimer le personnage de Charles Aznavour. Si vous aimez pas la musique, bon, évidemment, ça va être un peu plus compliqué pour vous. Mais le film se tient bien, tout est bien à sa place, il y a un bon rythme, il n'y a pas trop de musique, c'est pas non plus une comédie musicale. C'est vraiment chouette, on apprend des choses sur le personnage. J'ignorais, hein, par exemple, les liens entre la famille Aznavour, quand Charles Aznavour était jeune, avec les Manoukian, hein, la famille Aznavour qui a protégé des Juifs et qui avait des liens avec les résistants à Paris, notamment les Manoukian. Donc on apprend vraiment des choses et c'est vraiment chouette. Et ce qui m'a plu aussi, et ça je tiens à vous le dire, c'est un film qui respecte son spectateur. Et ça fait du bien. Et il y a notamment une scène que j'ai trouvée vraiment chouette et qui va un peu à rebours de ce qu'on peut voir dans le cinéma, aussi bien français qu'américain. Vous avez la séquence où Aznavour, donc par des aléas, par de différentes péripéties, se retrouve dans un bar homosexuel, donc dans le Paris des années 70 environ. Et il voit un transformiste qui joue un numéro déguisé en Édith Piaf sur scène. Puis après, il discute un peu avec ce bonhomme qui lui explique que c'est pas facile à cette époque-là. Factuellement, c'était pas facile de vivre son homosexualité, de vivre en tant que transformiste. Il raconte le monde de la nuit, en fait, dans ce milieu-là. Et le film nous dit, après, comme je vous expliquais, je suis pas assez spécialiste pour savoir si ça s'est vraiment passé comme ça. Le film nous explique que la chanson Comme ils disent, célèbre chanson d'Aznavour, où il parle à la première personne, à la place d'une personne homosexuelle, le film nous explique que cette chanson naît de cette rencontre-là. Et ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que vous avez la séquence dans son ensemble doit durer 2 minutes, même pas. Vous avez l'échange avec cette personne homosexuelle qui fait le numéro de Piaf. Vous avez le clip, en fait, un échange entre Aznavour et des mecs qui bossent avec lui où il leur explique qu'il veut chanter à la première personne. Eux lui disent, mais c'est une connerie, les gens vont penser que tu fais ton coming out ou je sais pas quoi. Et ensuite, vous avez le plan du clip de Comme ils disent, qui sort comme ça sort de la télé et la caméra tourne et vous avez les membres du bar, du club homosexuel qui regardent le clip, certains qui ont quelques larmes qui coulent. Et c'est tout, en fait. Et ce que j'ai trouvé vraiment brillant, c'était que vous avez un film qui montre l'engagement sociétal d'Aznavour dans plein de chansons, qui montre à quel point il était engagé sur des sujets-là. Et c'était courageux, parce qu'à l'époque-là, effectivement, à cette époque-là, on était petit à petit dans une phase d'ouverture, on est après mai 68, mais on est juste avant l'épidémie de sida. La question de l'homosexualité était beaucoup plus sensible qu'aujourd'hui. C'est pas parfait, mais c'était beaucoup plus sensible. Et Aznavour prend vraiment un vrai engagement en faisant ça, mais le film respecte son spectateur. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'un discours de 15 minutes entre des personnages qui te disent non, mais en fait, je suis homo. Non, mais en fait, je suis vachement homosexuel. Puis Aznavour, ce qu'il fait, c'est pour aider les homosexuels. Parce qu'il est tolérant. Non, mais attends, je t'ai pas bien expliqué. On remet un dialogue parce qu'en fait, Aznavour, il est tolérant. Et c'est l'homosexualité. Tu sais, le truc pénible de tous les films français, où il faut mettre des séquences de 15 minutes, enfin, de certains films français et certains films américains, il faut mettre des séquences de 15 minutes pour t'expliquer la bonne morale, tu vois, qu'il faut retirer de la séquence et du film. Et je trouve que c'est un virage pénible où on prend les spectateurs pour des abrutis, ce qui fait des films à rallonge, où on t'explique, non, mais ça, en fait, on va te le redire parce que tu n'as peut-être pas compris. Et là, le film est intelligent. On a compris en une séquence qui est très émouvante, 2-3 séquences du coup qui se succèdent dans l'ensemble, on comprend très bien. Et ça marche, et tout le film est comme ça. Tout le film est juste, on saisit la complexité du personnage Aznavour. C'est un film qui respecte évidemment et qui admire son objet, hein, c'est Monsieur Aznavour, mais qui ne fait pas l'économie des critiques sur sa carrière. C'est-à-dire que oui, c'était un mec qui avait des ambitions dévorantes, l'un de ses fils est décédé et il avait une prise de recul qui était assez terrible, donc ils ne font pas l'économie des mauvais côtés du personnage. Et je trouve que tout est juste, tout est comme ça. Et on en vient à un truc que j'ai trouvé intéressant et dont je voulais vous parler, les amis, qui est en lien avec ce qu'on se disait il y a 10 jours environ sur l'idéologie qui arrive dans le cinéma, toutes ces choses-là. Regardez sur Allociné. Sur Allociné, le film a eu une note de 4,3 du côté des spectateurs. C'est colossal, hein. Pour 1854 notes, 516 critiques. C'est énorme. C'est vraiment un super score. La presse
3,2 avec 36 critiques. Et ce qui me plaît aussi dans ce film Aznavour, c'est que c'est un film populaire, qui parle d'une icône populaire. Et pourquoi je vous parle de cette différence assez colossale entre la note de la presse et la note des spectateurs, c'est que quand vous scrutez un petit peu les différentes notes, quand vous regardez les médias dits de gauche, idéologiquement, ou identifiés comme tels, Télérama, Libération, Les Inrocks, Criticart, ont donné les pires notes. Enfin, sont parmi ceux qui ont donné les pires notes. La critique de Libération, elle est ouf. Hein. Vraiment, je peux vous la montrer. Je l'avais lu dans le journal. Voilà. Dans un biopic sinistre où s'enchaînent les tubes et les séquences attendues, Grand Corps Malade et Mehdi Idir échouent à restituer le lyrisme du chanteur, dépeint en obsédé de la réussite. Vraiment, tu vois, les mecs découvrent quand même les séquences attendues. Bah, en fait, c'est un biopic. Donc oui, effectivement, tout le monde connaît la vie de Charles Aznavour. Et tout le truc est comme ça. Enfin, c'est vraiment un délire. Toute la critique est comme ça. Je l'ai trouvée sidérante. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que idéologiquement, et on voit la scission entre la note du public et la note de la presse, idéologiquement, certains médias ne peuvent pas aimer ce film. Pour une question de cohérence. Parce que c'est quoi l'histoire de Monsieur Aznavour? Et c'est quoi l'histoire de la vie de Charles Aznavour? Il est la preuve de ce que la France a pu faire de mieux. D'un mec qui n'est pas français, d'une famille qui n'est pas française, qui est accueillie par la France dans des périodes plus que troubles, plus que difficiles. Une famille qui va faire en sorte de s'intégrer, faire en sorte de bosser plus que les autres encore, pour devenir, enfin en tout cas pour que Charles Aznavour devienne peut-être l'une des plus grandes légendes de la chanson française. Et à l'international, je pense qu'il titille aisément le podium. Donc, la vie de Charles Aznavour est d'une certaine manière en contradiction parfaite avec l'idéologie défendue par Libération et quelques autres médias de gauche. C'est-à-dire d'une France rance, raciste, qui met des bâtons dans les roues des immigrés et qui ne permet pas l'émergence d'autre chose que des trucs blancs, hétérosexuels de 50 ans. Je caricature à peine. Évidemment, je le redis, s'il y a des lecteurs de Libération qui ne comprennent pas trop ce que je dis, la France a fait des choses horribles également. Voilà, c'est tout le problème, c'est ce qu'on appelle la complexité de la vie. Voilà, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Il y a des trucs compliqués. Tout le monde peut comprendre que voilà, c'est comme ça finalement. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est ça. C'est que quand vous lisez les critiques des spectateurs, il y a un truc qui est pas dithyrambique, mais pas loin. Parce que Charles Aznavour, ça parle au peuple, quoi. On a tous écouté La Bohème en chialant ces 3 notes de piano, tu connais tout de suite le truc. On a tous écouté She, voilà, pas quand on était amoureux. On a écouté Formidable parce que ça swing. Et je trouve ça vraiment plaisant. Et c'est vrai que je voulais vous parler de ça parce que ce film me plaît aussi, parce que c'est un film populaire. Et oui, tu sors de là, tu sors de la salle, tu prends pas une tartine de morale, tu prends pas une tartine d'idéologie, tu deviens pas la version suprême moralement de ce que tu peux être en tant que citoyen. Mais c'est un bon film où tu passes un bon moment, où tu suis la vie de quelqu'un qui a marqué son époque. Tu écoutes des chansons que tout le monde connaît, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, quand on prend, et le film le montre, et c'est d'ailleurs assez chouette, la modernité de Charles Aznavour, dont l'une des chansons a été adaptée dans un rythme d'une musique de rap américain connue, et dans le film, il le montre. Il y a une scène dans l'ascension d'Aznavour où il travaille sa chanson, et sur la séquence d'après, en musique off, vous avez la musique de rap qui a été inspirée du son d'Aznavour. Donc pour montrer la modernité du gars, quoi. Donc c'est vraiment chouette. Je trouve que c'est un film qui est super par rapport à ça. Et je me suis régalé. Donc franchement, les amis, je vous invite à aller le voir. Voilà, ce petit moment cinoche. Si vous avez l'occasion, vous allez passer un bon moment. Après, si vous aimez ou pas Aznavour, ça c'est autre chose. Mais je peux garantir, satisfait ou remboursé, que vous allez passer un bon moment parce que c'est le genre de film qui manque au cinéma. On n'est pas dans l'opposé complet des films français à la con, ce qui serait un extrême tout aussi négligeable. On est dans un bon film, d'un sujet qui est aimé par les acteurs, qui est aimé par les réalisateurs. Il y a un film sincère, c'est agréable, c'est vivant, il y a de la chanson. Voilà, je me voyais déjà en haut de l'affiche, on se régale. Et vraiment, je trouve ça chouette. Je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà, Monsieur Aznavour, allez voir le film. Les amis, je le dis, c'est du bonheur, c'est sympatoche. Voilà. Et demain, je vous donne rendez-vous. On parlera littérature.
Voilà, avec ce livre, Les guerriers de l'hiver d'Olivier Nourec. On est dans la culture en ce moment dans le Juste Bistrot. Et par contre, voilà, c'est tout l'inverse. J'ai détesté le bouquin. Je vous expliquerai tout ça demain. Et là encore, un bouquin qui en dit plus long que ce qu'on peut penser et qui en dit long notamment sur la propagande dans la littérature. Voilà, donc je vous donne rendez-vous demain à 16h45, les amis, comme d'hab pour le Juste Bistrot. Moi, je vais filer. Voilà, on arrive, il est l'heure, c'est bon, 17h51. Avant ça, vous le savez évidemment, les copains. Je vous donne rendez-vous à Nice, les amis, pour le spectacle Zinzin qui reprend le 7 novembre. Ce sera au Théâtre de la Cité, en plein centre-ville de Nice, juste à côté de la gare. Donc on va se régaler. Je compte sur vous, on est sur les dernières places. Allez-y les amis. Et puis si vous n'habitez pas à Nice et que vous avez envie de me filer un coup de main, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux les amis. Vous le savez, vous êtes notre seul moyen de promotion. Donc c'est un spectacle qu'on fait ensemble, une aventure qu'on vit ensemble. Donc je compte sur vous les copains, on se régale. Voilà, je vous donne rendez-vous demain. Je vous donne rendez-vous demain 16h45 pour le Juste Bistrot. Et derrière, évidemment, la farce tranquille. Allez, je vous embrasse, passez une excellente soirée, vive la rigolade, vive la France et à demain.